où nous allons parcourir les méandres de la partie cloud public sur la partie évidemment Azure. La partie chat est évidemment disponible pour interagir avec les différents membres de Computerland si c'est nécessaire. Vous pouvez évidemment y poser toutes vos questions. Voilà, on va pouvoir donc commencer. Donc, tout d'abord, Computerland, notre slogan, IT is not simple, we make IT simple to you. Donc, ici, on va essayer de décortiquer et de découvrir ensemble la partie Microsoft Azure, donc la partie cloud public à ce niveau-là. Computerland, donc nous avons 41 ans cette année-ci. On a rejoint le groupe NRB au mois de mai en 2020. La taille du groupe est de plus ou moins un peu plus de 3000 collaborateurs à l'heure actuelle. Le groupe NRB se positionne dans le top 3 du secteur informatique en Belgique. Au sein du groupe NRB, quelle est la place de Computerland? Vous pouvez vous poser certainement la question. On a vocation à servir les moyennes entreprises belges et luxembourgeoises évidemment, et surtout d'apporter une expertise sur l'ensemble du stack Microsoft de façon transversale dans l'entièreté du groupe. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Computerland, on a 4 pôles d'activité verticales. Modern Workplace, donc là, on va aller évidemment dans tout ce qui est équivalent, enfin, écosystème Microsoft 365, on va parler de Teams, de SharePoint, d'intranet, de Managed Workplace aussi, donc la partie utilisation de device en mode all-in-one. On a la partie Business Apps, où là, il y a la partie ERP, CRM, DXP, donc la partie e-commerce, site web public, site vitrine. On a évidemment le pôle Data et AI, qui évidemment, lorsque l'on va vers des solutions business apps, à un moment donné, il faut gérer la partie data pour qu'elle soit visible et surtout consultable par les membres du personnel qui doivent y avoir accès. Et dans ce qui m'occupe ici, je fais partie du dernier quart, la partie cloud et infra, où là, on va y retrouver principalement 4 activités. On a la partie projet, je vais dire on-premises, avec le matériel qui va se situer chez le client. La partie cloud privé, donc avec nos data centers situés en Belgique. On a une équipe préventif et monitoring aussi, qui vont vérifier la santé du matériel IT chez les différents clients. Et la dernière cellule, évidemment, orientée Azure. Et tout ceci se repose sur 3 activités transversales. On aura une activité support, le helpdesk level 1, level 2, level 3 pour l'ensemble du stack Microsoft, une équipe gouvernance et une équipe profile pour de la délégation de personnel. Au niveau des intervenants, donc, il y a mon collègue Thomas Register qui est présent aussi dans le call, qui est un système ingénieur expert Azure évidemment, qui est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions pendant l'ensemble de la séance. Et évidemment, on fera un résumé des différentes questions en fin de séance. Et moi-même, donc Quentin Billet, Cloud Solution Architect, 8 ans d'expérience chez Computerland et 8 ans dans le cloud Microsoft, en commençant évidemment par la partie 365 et maintenant dans la partie Azure depuis 3-4 ans. Au niveau de l'agenda, qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui? Présentation évidemment de Microsoft Azure. Qu'est-ce que c'est? La partie puissance, efficacité de la plateforme, parce qu'en effet, on parle de plusieurs clouds publics. On a des clouds, on va dire français, on a des clouds américains. Je vais essayer de démystifier un peu cette partie-là dans le volet 1 et le volet 2. Le côté lorsqu'on discute avec certains prospects, la première réaction épidermique qu'il y a, c'est le cloud public, c'est certainement pas très secure. Évidemment, on va en discuter ensemble. Et la quatrième, qui sera un peu plus interactive, où là, je vais lâcher les slides et aller directement sur le portail d'Azure pour vous montrer en live quelques éléments. Présentation de la partie
Microsoft Azure. Donc Microsoft Azure, évidemment, est la plateforme cloud de l'ensemble de l'écosystème Microsoft. À l'heure actuelle, on parle de 66 régions, donc c'est-à-dire je peux localiser mes données dans 66 endroits géographiquement dédiés. Donc comme on peut le voir sur la carte, évidemment l'Europe est assez bien servie, les États-Unis aussi, l'Asie, ça commence à l'être, l'Afrique l'a été, si mes souvenirs sont bons, l'année passée. Heu, donc ça commence à arriver, 66 régions, ça grandit, régulièrement. Il faut savoir que Microsoft, met un point d'honneur à essayer d'utiliser un maximum l'énergie verte, donc c'est-à-dire pour le refroidissement, de l'ensemble des salles serveurs, on va utiliser l'air ambiant. Par exemple, lorsqu'on se situe, en Norvège, voilà, c'est l'air extérieur qui est insufflé à l'intérieur des data centers. Vous avez peut-être pu voir aussi, 2-3 heu, publications de Microsoft où ils envoient presque, on va dire, un petit sous-marin de salle serveur, dans l'océan pour faire un refroidissement global. Microsoft ne fait pas qu'une gestion de data center, ils sont propriétaires de leur ligne, de leur connectivité aussi, je veux dire internet ou interrégion. À l'époque, il y a 3 ans, si mes souvenirs sont bons, il n'y avait que 42 régions et je veux dire la longueur de la connectique interrégion était quand même, l'équivalent de 3 allers-retours Terre-Lune. Donc on va dire, ce n'est pas, 2-3 kilomètres de câbles qui s'occupent, c'est vraiment assez conséquent et l'avantage, c'est qu'ils en sont responsables et qu'ils ne passent pas sur une certaine quantité de sous-traitants. À l'heure actuelle, aucune région n'a encore annoncé, pour la Belgique et le Luxembourg. Il y en a pour l'instant en France, il y en a 2 régions en France. Il y a, à Amsterdam, donc aux Pays-Bas et à Dublin. Alors, je vais revenir sur des grands thèmes lorsqu'on parle de, haute disponibilité, parce que le langage Microsoft est des fois un peu, compliqué à comprendre, la différence qu'il y a entre des régions, zones géographiques et zones de disponibilité. Donc une région, c'est un ensemble de data centers. Donc on va avoir dans une région, on va dire, on va prendre l'exemple, par exemple, de la partie, Amsterdam, donc aux Pays-Bas. La région, West Europe contient une certaine quantité de data centers, de bâtiments physiques séparés l'un de l'autre, avec évidemment une connectique à faible latence pour que si j'ai une ressource dans le bâtiment 1 et une seconde dans le bâtiment 2, il ne faille pas 5 minutes pour que, la donnée se charge. Ensuite, il y a dans le même bâtiment, je vais dire, des zones de disponibilité. Donc c'est-à-dire que l'on va avoir dans cet ensemble de bâtiments des zones qui sont répliquées l'une de l'autre. Ah, désolé pour le petit bruit, on coupe, on ferme la fenêtre, voilà, les aléas du direct comme on dit. Ensemble des data centers donc qui se situent au même emplacement physique, mais qui sont séparés. Donc si prenons un cas qui est malheureusement arrivé, chez un autre acteur cloud public. S'il y a un incendie, le fait qu'ils soient séparés, on a nativement une certaine redondance et surtout, c'est qu'il y a certains services, plateformes as a service, en fait, on va parler à ce niveau-là de SQL as a service, par exemple. C'est un cas assez typique où lorsque l'on consomme une ressource basée en West Europe, by design, cette ressource est en read-only dans une autre région. Si je mets ma ressource à Amsterdam, elle est répliquée nativement à Dublin et cette réplication, je veux dire ce service de haute disponibilité est compris dans le prix de votre consommation. Donc si vous souhaitez le couper, ce n'est pas pour autant que ce sera moins cher. Donc autant évidemment bénéficier de cette fameuse redondance. Je prends un autre cas, assez classique à ce niveau-là, c'est la partie backup. Si on fait un backup dans une région, nativement, elle est répliquée dans la région qui est, la deuxième région avec qui elle communique. Donc, comme je le disais encore une fois, si je mets ma ressource à Dublin, cette fois-ci, elle sera répliquée à Amsterdam. Si vous souhaitez la répliquer dans une autre région, vous pouvez évidemment le configurer aussi. C'est juste qu'il y en a qui, par défaut, communiquent l'un avec l'autre.
toute cette partie ici, qui est un peu, je vais dire, de la littérature, est très importante. Pourquoi? Parce que suivant le design que l'on va mettre en place, Microsoft impacte un SLA. Donc, si je mets une ressource uniquement dans une seule région, dans une seule availability zone, je vais avoir un SLA de 99.9 par exemple. C'est un exemple ici. Si je le dis dans le design, ben non, je vais déjà le mettre dans 2 zones de disponibilité. OK, Microsoft, dans son contrat, automatiquement va passer sur un SLA de 99.95 par exemple. Et si on le fait avec une réplication dans une autre région, on va aller sur du 99.99. Donc voilà, Microsoft met un SLA par rapport à votre besoin, à votre design. Si le SLA n'est pas respecté, qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme automatique? Microsoft rembourse sur la consommation Azure. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser la partie chat. Thomas est toujours disponible. Microsoft Cloud, Microsoft Azure. Si vous n'utilisez pas pour l'instant, que vous n'êtes pas familier avec cette technologie-là, mais que vous utilisez par exemple du 365 ou du Dynamics ou du Power Automate, ou maintenant évidemment, vu qu'on est dans la session, une session Teams, nativement, en fait, vous utilisez de l'Azure. Il faut savoir que l'ensemble de la plateforme Microsoft repose évidemment sur ses propres data centers et donc sur la couche Azure. Vous avez certainement entendu quelques éléments dans la littérature si vous n'êtes pas familier. Office 365, Teams, je pense que ça, c'est dans l'esprit de presque tout le monde d'entre vous. On va aller sur du Dynamics 365. Dynamics 365 est un terme un peu générique à ce niveau-là, où il y a des sous-rubriques où on parle d'ERP, Dynamics 365, Business Central, pour n'en citer qu'un. Il y a la partie anciennement CRM qui est Dynamics for Sales, par exemple. On a la partie bundle Microsoft 365 qui va se décliner en plusieurs versions, du Business Premium, du E3, du F3. Donc là, on va rassembler, réunir plutôt les composants Office 365, donc Exchange, SharePoint, la suite Office, mais en y ajoutant une certaine couche de sécurité by design. La gestion, par exemple, de vos périphériques par Intune. Donc voilà, ce genre de choses. Il y a aussi évidemment la partie Power BI pour la partie dashboarding, visualisation de vos données. Et ce qui est un peu le vent en poupe, je dois avouer, pour l'instant sur le stack Microsoft, c'est la Power Platform, où là, on va regrouper 2 produits, donc la partie Power Apps et Power Automate. Power Apps qui sera vraiment la partie visualisation du code sur un smartphone, et Power Automate qui sera plutôt, je vais dire, la partie structure et développement du système. Exemple très simple de la Power Platform. Vous êtes dans une entreprise qui devait scanner beaucoup de palettes ou de colis. On peut créer avec la Power Platform une application qui va vous permettre de scanner vos éléments et de les inscrire directement en base de données. Donc là, la partie applicative sera gérée par Power Apps et le côté intelligence se gérera dans la partie Power Automate. Et un nouveau venu à moitié parce que ça a été je vais dire un renommage du côté du marketing de Microsoft, qui est la partie Microsoft Defender for, et on en discutera de cette partie-là un peu plus tard dans les slides. Si vous êtes intéressé évidemment par l'un ou l'autre événement de cet écosystème Microsoft, n'hésitez pas à en faire part. Dernièrement, nous avons fait pas mal de sessions Microsoft Teams et Microsoft 365. Il y a eu des sessions Power BI, des Business Central. Donc voilà, si vous souhaitez avoir par exemple accès aux slides ou à la vidéo, signalez-le. L'avantage d'un écosystème. Il est vrai que, il y a quelques années, lorsqu'on mettait en place une solution on-prem, on nous l'idée n'était pas de mettre entre guillemets
tous ses œufs dans le même plat. On essayait de prendre le meilleur de tout ce qui existait, dans le portefeuille IT. On allait prendre un anti-spam d'une telle marque, on allait mettre, le système mail en Exchange, on allait prendre la gestion des périphériques avec, par exemple du Citrix, Xen Mobile, heu et ainsi de suite. À l'heure actuelle, quel est ce que le feedback de la plupart de nos clients, de nos prospects? C'est que lorsque l'on doit interagir et intégrer différentes solutions l'un avec l'autre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on doit généralement développer. Une intégration native, je vais prendre un exemple avec, heu du Salesforce comme CRM et une partie de l'ERP, en business central, nativement, ça ne l'est pas. On doit développer nous-mêmes une intégration, des plugins pour que l'un puisse parler avec l'autre. Donc ici, évidemment, un écosystème, si on va utiliser les différents composants de la boîte à outils Microsoft, nativement, les produits vont se parler l'un avec l'autre. On verra lors de la séance de démo que c'est entre guillemets «du click and go». Je veux que tel outil parle avec tel outil, OK, je l'autorise, merci et nativement, je vais pouvoir le consommer directement après. Le fait faire du click and go va avoir évidemment un impact financier pour la partie projet. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça ne nécessite plus de développement et donc c'est une mise en place rapide, donc évidemment le coût du projet sera évidemment, moindre. Les 2 autres aspects, c'est la partie support. Je suis sûr et certain que vous avez tous eu, dans votre vie professionnelle, des soucis à ce niveau-là. C'est que lorsque vous avez un prestataire ou un fournisseur X et un fournisseur Y, 9 fois sur 10, qu'est-ce qui se passe? C'est ils se renvoient la balle l'un à l'autre en disant: «Non, ce n'est pas de mon problème, c'est le côté infrastructure. Non, ce n'est pas mon problème, c'est du côté de la partie applicative» et au final, il y a, ça le problème, je vais dire l'incident ne se résout pas directement. Ici, le fait d'avoir tout dans un même écosystème, si, j'ai un problème avec un produit, nativement, le support de l'équipe, je veux dire du produit direct, va faire son analyse. Il a dit: «OK, de notre côté, c'est bon, je transmets votre ticket à l'autre équipe» et l'autre équipe, c'est évidemment une facilité parce que ce n'est pas une récréation de ticket. Il ne faut pas réexpliquer, entre guillemets, 15 fois le même problème et l'écosystème, évidemment, lorsqu'on parle d'intégration, mise en place et support, j'ai parlé tout à l'heure de la partie Microsoft 365, c'est un prix de bundle. Il est vrai qu'avant, on allait prendre de l'Exchange Online, par exemple, puis après un peu de SharePoint, puis après un peu OneDrive, puis: «Oh, j'ai besoin de la suite Office, je vais prendre le composant Office». Si on met les éléments l'un à côté de l'autre, le bundle était généralement moins cher. Donc il est clair que lorsque l'on prend, heu, tous les éléments dans un même pack, l'intégration sera plus rapidement et le prix, au final, pour l'utilisateur, sera moindre. Il y a surtout un avantage par rapport au prix, c'est que par rapport à votre besoin, Microsoft a quand même décliné pas mal de bundles sur certaines quantités. Il y a la partie, vraiment business avec le besoin, je vais dire moindre. Il y a aussi des bundles, par exemple, pour, je veux dire des collaborateurs qui n'ont pas besoin de l'outil informatique non-stop. Donc ils ont besoin d'une certaine sécurité, d'une certaine communication, ils vont avoir un peu d'exchange, mais en termes d'utilisation, ils n'ont pas besoin d'un stockage illimité, par exemple, et ainsi de suite. Et le prix, évidemment, de ces bundles va fluctuer par rapport à votre besoin. Pour ne prendre qu'un exemple dans cette masse d'outils qu'est Azure, je vais prendre l'exemple Azure Active Directory. Azure Active Directory, il y a le nom Azure. OK. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'équivalent de la gestion d'identité que vous avez dans votre société, ce qu'on appelle communément un Active Directory, un AD, mais transféré ou je veux dire recopié, à peu de choses près, dans le cloud, dans la partie Azure. Actuellement, pour ceux qui sont en Teams, qui sont identifiés avec leurs credentials, ils utilisent le composant Azure Active Directory. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre essentiellement, et je pense que c'est le besoin premier, c'est la partie single sign-on. C'est enfin
ne plus devoir utiliser une quinzaine d'identifiants différents avec une gestion de sécurité différente. On va pouvoir centraliser toute cette partie-là en un seul endroit. Pour nous, IT, c'est évidemment ce que l'on souhaite. Il est vraiment pas gai, je vais dire, lorsqu'on a des nouveaux collaborateurs ou des incidents, de devoir aller créer un identifiant dans la partie Canvas, dans la partie SAP, dans la partie Salesforce. Ici, on va pouvoir utiliser l'Azure AD. Je l'ai dit en introduction, la partie Azure Active Directory est une réplication. Donc, c'est-à-dire qu'il existe des mécanismes avec évidemment des points de configuration différents pour synchroniser ce qui existe déjà vers une utilisation cloud. C'est entre autres grâce à l'utilisation de l'outil Azure AD Connect. Au niveau de l'identification, vous pouvez le faire soit dans le cloud, soit on-prem. Et si on le fait on-prem, il y a trois mécanismes, je vais dire, assez courants chez les clients. Si vous avez déjà un serveur ADFS qui va permettre de faire une identification locale, ce sera utilisé. Et il y a ce que l'on appelle aussi des outils de Seamless SSO. Voilà, c'est un peu un nom barbare, mais qui ne nécessite pas une multitude de serveurs comme la DFS en a besoin pour pouvoir offrir le single sign-on. Lorsque j'ouvre mon PC, il va m'authentifier automatiquement dans les différents produits connectés. Donc ça, c'est parfait parce que d'un point de vue utilisateur, évidemment, la user experience est évidemment plus agréable. Enfin, l'utilisateur ne va pas devoir retaper tous les jours au matin son identifiant et son mot de passe. Pour l'IT, on en a parlé, l'avantage, c'est un gain de temps pour la création des accès. Mais pas que. Évidemment, un focus qui, à l'heure actuelle, je veux dire, s'est accentué avec le télétravail, c'est l'aspect sécurité. Ça fait, je veux dire, 1 an, qu'on est tous quasiment en confinement, qu'on est en télétravail. Qu'est-ce qui est arrivé directement comme demande? C'est une demande de sécurité. Et le premier, je vais dire, acteur de cette sécurité, ça a été la mise en place du MFA. Le MFA, je vais le détailler par la suite, mais brièvement ici, c'est la possibilité de gérer la partie sécurité de la connexion vers un système tiers depuis un seul endroit. C'est ça que le MFA va nous permettre. Mais le MFA, Multifactor Authentication, pardon, ou authentification à 2 facteurs ou plus si vous le souhaitez. Autre intérêt l'Azure AD, j'ai parlé tout à l'heure de SAP, de Salesforce, c'est que même si vous avez des produits internes que vous avez développés vous-même ou qu'on vous a aidé à développer. Prendre quelques exemples, si vous avez un ERP de type Navision au minimum 2016 et que vous souhaitez vous authentifier de façon transparente avec chaque fois les mêmes identifiants qu'un nouveau collaborateur va arriver, il ne faudra pas le créer à divers endroits. On peut, pour des solutions on-prem, utiliser aussi l'Azure Active Directory pour s'authentifier. Évidemment, vous allez me dire: «Oui, mais Navision, c'est un ERP Microsoft». Encore heureux qu'on puisse le faire. OK. Prends-toi un autre exemple. Un anti-spam qui est assez connu sur le marché, qui s'appelle Proofpoint. Lui, pour s'authentifier, pour aller voir la partie quarantaine, par exemple, d'utilisateurs, il va faire une intégration native avec l'Azure Active Directory. OK, mais si je suis un concurrent direct de Microsoft, est-ce que c'est possible? Oui, en effet, on peut utiliser l'Azure Active Directory pour se connecter chez 2 autres grands noms du secteur cloud public comme Amazon ou GCP, donc le parti Google. Le gros avantage, si vous le faites pour Amazon et GCP maintenant, c'est on aura plus facile par la suite pour vous aider à migrer dans le cloud Azure. On va se diriger tout doucement sur la partie sécurité. Donc ici, on a découvert, je veux dire, on a gratté un tout petit peu la couleur de ce que c'est qu'Azure. On va parler de la partie sécurité. Donc, je vais avoir différents focus sur cette partie-là. Il y aura un focus, je veux dire, de façon transversale sur tout le stack cloud. Je vais parler un petit peu de l'utilisateur, un peu produit quand même et un peu de concept aussi.
Microsoft, c'est à l'événement de l'année passée, si mes souvenirs sont bons, oui, a, annoncé un nouveau produit qui est la partie Microsoft Defender XDR. XDR, on va avoir réellement un produit transversal sur l'ensemble de l'infrastructure. Aussi bien produit SaaS, donc la partie Microsoft 365, que la partie Azure, donc la partie cloud, où là on va retrouver la partie infrastructure as a service, donc déploiement de machines virtuelles, plateforme as a service. Donc j'en ai évoqué un tout à l'heure, la partie par exemple SQL as a service, mais on va en découvrir d'autres tout à l'heure, comme la partie web app, par exemple le déploiement directement de serveurs web dans le cloud. Azure Security, donc je vais prendre d'abord la partie Azure ici, va nous aider à augmenter le niveau de sécurité de l'ensemble de votre infrastructure Azure, de votre infrastructure Microsoft, pardon. On va avoir différents volets où on va pouvoir agir. Évidemment, dans ces contrats standards, Microsoft vous l'indique, vous l'assure que vos données sont stockées en Europe pour la partie Microsoft 365. Et si vous utilisez des composants Azure, vous allez choisir votre région. Donc on a une sécurité au niveau de la protection des données. Et au niveau, évidemment, niveau utilisation des données, si vous mettez vos données, entre guillemets, dans un cloud Microsoft, il faut savoir que les différents data centers Microsoft fonctionnent ce qu'on appelle en mode automatique. Il n'y a pas de surveillants, je vais dire, actifs, qui vont vérifier s'il y a des disques, par exemple, qui sont en fail et ainsi de suite. Tout ceci est totalement automatisé pour éviter l'erreur humaine. On a évidemment quelque chose qui est très important pour les sociétés européennes, c'est la partie certification de conformité. Microsoft vous invite, entre guillemets, enfin je vous invite personnellement, si vous souhaitez avoir plus d'informations, il y a une bible quasiment à ce niveau-là, donc une certaine quantité de documents sur les différentes conformités et certifications de conformité pardon, que Microsoft a. On va parler de la partie GDPR, les normes ISO. Microsoft se fait auditer, je pense que c'est tous les 2 ans, sur l'ensemble de ses data centers, sur l'ensemble de ses services qu'ils fournissent, pour avoir cette fameuse certification. Pour la partie évidemment utilisation des ressources. Maintenant, évidemment, si d'un point de vue configuration dans Azure, on va mettre nos données en Europe et qu'on le dit, on va les répliquer aux États-Unis, Microsoft va nous dire: «OK, nous, l'infrastructure permet d'être compliant GDPR, elle le permet. C'est à vous, utilisateurs ou intégrateurs, de configurer, de vous assurer que la partie données, la partie GDPR est bien active, est bien compliant». Donc là, de notre côté, enfin Microsoft met à disposition des guidelines pour assurer le client que la partie GDPR est évidemment bien respectée. Il y a des mécanismes natifs aussi dans la partie GDPR. Si vous utilisez par exemple un serveur web et un service SQL, je veux dire l'intelligence artificielle du service SQL va voir qu'il y a des données à caractère personnel qui sont dedans et il va vous proposer nativement de mettre un système de hashing pour masquer les données. Donc si vous faites un backup du SQL, vous le reprenez de l'autre côté, vous aurez le hash. Donc évidemment, là, on rentre déjà un peu plus dans la conformité. On a aussi la partie, le security as a service, je dirais presque maintenant le security by design. C'est la mise en place de divers éléments. On a parlé brièvement tout à l'heure du MFA, qui fait partie de l'accès conditionnel. Alors, qu'est-ce que l'accès conditionnel? C'est la possibilité d'accéder à une ressource cloud selon certaines conditions. Les conditions peuvent être quoi? Si je me trouve au bureau, physiquement, avec mon laptop, je ne vais pas avoir, par exemple, de demande de MFA. Si je suis en dehors du bureau et que je suis sur mon PC personnel, l'accès aux ressources cloud sera désactivé. Donc, on va pouvoir
à la demande, au souhait du client, customiser cette partie-là pour monter le niveau de sécurité de votre infrastructure et de l'utilisation des ressources cloud. Je viendrai, par la suite dans, la partie Azure Security Center et Azure Defender, où là, il y a, différents éléments que Microsoft met à disposition plus ou moins gratuitement. Je reviendrai par la suite, sur, une visualisation de la consommation Azure et qui va aider à monter le niveau de sécurité. Et j'ai parlé tout à l'heure de la partie Microsoft Defender for Endpoint, ça se décline pardon, en 4 éléments: Endpoint, Office 365, Identity et la partie Cloud App Security. C'est des options qui sont réellement activables. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas, je veux dire une nécessité. Si vous avez d'autres produits tiers, tant mieux, mais c'est des éléments qui existent et qu'il faut évidemment, être au courant de l'existence de ces outils. Parce que si ils font partie, je vais dire, de votre bundle Microsoft, autant les activer, les configurer pour en bénéficier. La partie MFA, donc et accès conditionnel. J'ai déjà donné quelques brimes. Un cas concret. Je suis à la maison, je vais utiliser mon PC, professionnel. Je vais me connecter sur les ressources, Office 365, donc accéder à mes mails, accéder à Teams. Nativement, il va aller vérifier, premier élément, que mon PC n'est pas au bureau. Donc ça, c'est grâce à l'adresse IP publique. Deuxième élément, que l'application que je souhaite avoir, donc accéder par exemple à Teams, est bien demandée depuis un PC qui est autorisé. Donc là, il y a une intégration de mon PC à ce qu'on appelle un Mobile Device Management. Donc c'est, dans ce cas-ci, évidemment, c'est Intune. Donc c'est le MDM, c'est un outil qui va permettre de sécuriser et de vérifier la bonne santé de vos périphériques qui se baladent, je vais dire, en dehors de votre infrastructure, comme par exemple la partie smartphone. Et si je veux accéder à cette ressource-ci, donc il va me demander évidemment mon login, mon mot de passe. Donc ça évidemment, ça va être automatiquement fait grâce au single sign-on de ma session Windows. Mais il y a une vérification, une double vérification qui va se faire. Et ça, c'est à la demande et au choix d'utilisateur. Donc c'est vraiment, on laisse le choix à l'utilisateur d'utiliser le deuxième facteur qu'il souhaite. Qu'est-ce qui existe? On a évidemment l'appel téléphonique, Microsoft qui vous appelle et qui dit: «Voilà, vous accédez à Teams, c'est bien vous, appuyez sur la touche dièse», par exemple. Vous allez recevoir un SMS, c'est la deuxième solution, avec un code à 6 chiffres que vous allez devoir taper. Ou vous avez la possibilité d'utiliser l'application mobile, donc c'est la partie Microsoft Authenticator, qui lui va se décliner en 2 fonctionnalités. Soit c'est le fameux mot de passe à 6 chiffres que vous auriez pu recevoir par SMS et vous l'encodez à ce moment-là, ou ce n'est entre guillemets «qu'une validation», voilà. Heu, L'utilisateur, quand un point billet essaye d'accéder à la ressource, voulez-vous autoriser? On met «oui». Donc il existe, je veux dire, une multitude de MFA. Si vous êtes, friand plutôt d'utiliser un MFA avec un hardware spécifique, ce qu'on appelle communément un token, il y a une certaine quantité de fournisseurs de tokens qui sont certifiés, compatibles avec la partie Microsoft, pardon, MFA, avec la partie Multi-Factor Authentication de Microsoft. D'autres cas, évidemment, qui ont été utilisés, beaucoup chez nos clients ici, dernièrement, évidemment, la plupart des utilisateurs, doivent se connecter à des bureaux partagés, par exemple, que ce soit sur du RDS, du Citrix ou ce qu'on le verra plus tard dans Azure, la partie, Windows Virtual Desktop. On peut, lors de l'identification, demander le MFA. Comme ça, si l'utilisateur n'a pas de PC professionnel, qu'il a dû utiliser son PC, personnel, on peut quand même sécuriser l'accès aux ressources grâce au MFA. Azure Security Center. Azure Security Center est une plateforme qui est gratuite nativement, qui va
nous permettre d'augmenter ou du moins de guider pour augmenter le niveau de sécurité de la souscription Azure. Donc là, c'est vraiment orienté pur Azure. Qu'est-ce qui va donner comme possibilité? Évidemment, il y a, c'est une console qui va pouvoir, heu, comment dire? Centraliser la partie monitoring. Qu'est-ce qu'il se passe sur mon environnement Azure? Qu'est-ce qu'il se passe sur les régions Azure. S'il y a un incident sur la région Azure ou, par exemple, je me souviens d'il y a 2 ans, ou c'est il y a déjà 3 ans maintenant, avec les failles Spectre qu'il y avait, sur la partie CPU, des différents, hardware, de salles serveur des différents ESX par exemple ou Hyper-V qu'il y avait, aussi bien on-prem et évidemment dans Azure. Dans cette partie monitoring, on voyait que, on était invité à redémarrer les machines virtuelles, par exemple. Comme ça, on allait déplacer nativement la machine virtuelle sur des serveurs de virtualisation qui avaient été mis à jour et où la faille, je vais dire, Spectre était vraiment patchée. On revient évidemment avec la partie policy et compliance. Donc ici, on va avoir, quelque chose qui est assez commun avec l'environnement 365, comme par exemple le Secure Score, qui va nous donner une note, un pourcentage de niveau de sécurité de la souscription, ou si, par exemple, on a activé la norme ISO 27001 sur la souscription, on va voir si on la respecte réellement. Voilà, ce sont des éléments. Il va évidemment nous aider ou nous guider à corriger certaines vulnérabilités. On va pouvoir, heu, bénéficier d'une certaine, intelligence sur l'utilisation de la ressource Azure. Exemple, voilà, je vais mettre un file serveur dans Azure, je vais lui mettre ici, je sais pas, un exemple, oui, CPU et 64 gigas de RAM. Il va aller vérifier que à un moment donné, bah non, la machine est vraiment surdimensionnée et il va nous proposer nativement de réduire les coûts. Il faut savoir que aussi bien Microsoft que les partenaires à ce niveau-là n'ont pas de besoin ou de nécessité, enfin, ce n'est pas dans leur core business de vous faire payer plus, vous devez payer le juste prix et c'est évidemment l'avantage du cloud, c'est que vous allez payer réellement à la consommation de votre besoin. Donc ce service, pour là, je rappelle, parce que c'est quand même assez rare dans le monde d'un cloud public, ce service est entièrement gratuit. Ensuite, on va parler de la version payante et là, on rentre dans l'univers de la partie Azure Defender. Azure Defender qui va se décliner entre guillemets sur une certaine multitude, un peu comme le Microsoft Defender. On va pouvoir mettre du Azure Defender uniquement, par exemple, sur la partie serveur ou sur la partie SQL ou juste sur la partie stockage. Qu'est-ce que nous apporte réellement le Azure Defender? Premier élément, c'est que dans une seule console, on va pouvoir avoir une vue globale de son infrastructure. Quand je parle d'une vue globale de son infrastructure, elle n'est pas que cloud, elle peut être hybride. Hybride veut dire des machines chez d'autres concurrents de cloud public, mais aussi des solutions on-prem. Donc on va avoir là l'utilisation d'un composant qui s'appelle Azure Arc, par exemple, qu'on va installer sur les machines pour pouvoir avoir une vue globalisée de son parc informatique, de sa partie, je devrais dire vraiment visualisation de la partie serveur. On va avoir une vue un peu plus détaillée de la partie sécurité de notre environnement Azure. On y reviendra. J'ai ici, dans ma simulation qu'on verra plus tard, j'ai créé quelques éléments sans les configurer. On verra ce qui est recommandé de la part de Microsoft, si ça paraît logique ou pas. On a aussi un élément qui est assez intéressant, je trouve, c'est le Just-in-Time VM Access. Qu'est-ce que c'est que ce service? Il est de temps en temps nécessaire de donner un accès à une ressource serveur à un partenaire.
Si vous n'êtes pas IT vous-même ou vous n'avez pas, la partie compétences techniques, je vais dire, pour gérer cette partie-là, qu'est-ce que vous allez faire généralement? Soit vous reposez sur votre service IT, soit vous essayerez quand même de le faire vous-même et vous allez dire: «OK, fournisseur IT, tu peux te connecter sur le serveur XY directement en RDP, donc directement en connexion en bureau à distance ou en SSH depuis internet». Et qu'est-ce qui se passe si on fait ça? C'est qu'évidemment, on laisse une porte ouverte, mais qui est béante d'un point de vue sécurité pour avoir du brute force, donc des attaques dictionnaires ou ou des tentatives de je veux dire d'usurpation d'identité pour se connecter au service. Il faut savoir qu'il y a évidemment des robots qui font ça toute la journée. Le Just in Time VM Access, qu'est-ce que ça va permettre? C'est une ouverture temporaire. Temporaire, c'est un prestataire va avoir besoin d'accéder à une ressource ou même un collègue. Vous allez pouvoir lui dire: «OK, tu peux te connecter sur la machine que pendant 2 heures». Après ces 2 heures-là, nativement, l'accès va être coupé. C'est pour éviter évidemment, l'erreur humaine, premièrement. Mais surtout, on va pouvoir dynamiquement donner un accès à une ressource sans devoir donner accès à l'entièreté du parc. Si vous donnez un accès VPN à un partenaire, qu'est-ce qu'il se passe? 9 fois sur 10, ce partenaire va avoir accès à l'ensemble du réseau de votre service, informatique. Si vous donnez un accès uniquement à une machine virtuelle et un identifiant évidemment qui va pouvoir se connecter que à cette machine-là, il n'aura pas d'autre moyen de pouvoir se connecter sur le reste. Il ne le verra même pas. Et autre élément, on va analyser la vulnérabilité des systèmes. Donc là, typiquement, qu'est-ce qu'on va avoir? Des problèmes de mise à jour, de patch management, ça c'est le 1er élément. Il y aura par exemple aussi un autre élément qui sera visible, il va analyser, il va voir qu'il n'y aura pas potentiellement d'antivirus. Voilà, ce sont des éléments qui remontent et encore une fois, permet d'optimiser son service IT et de sécuriser cette partie-là. Ce service est payant, il est activable à l'objet, je vais dire ça comme ça. Donc si vous souhaitez l'activer sur la partie serveur, vous n'êtes pas obligé de l'activer sur l'ensemble des serveurs que vous avez dans votre infrastructure. Donc voilà, c'est vraiment customisable. Vous pouvez le tester, si mes souvenirs sont bons, c'est les 30 premiers jours sont gratuits. Voilà, ça vaut la peine des fois de l'utiliser une première fois pour voir si ça vaut la peine de l'utiliser à terme ou pas. Et pour rester dans cette partie sécurité, on a la partie Microsoft Defender for Endpoint. Heu, je le mets quand même dans une présentation Azure. Qu'est-ce que fait un antivirus? Je veux dire dans une partie Azure. C'est que je prends l'intérêt premier. Lorsque, vous allez être intéressé peut-être par une solution de bureau à distance et que vous allez demander à Computerland qu'est-ce qui existe sur le marché, on va vous répondre évidemment, il y a des solutions on-prem ou cloud-based dans notre cloud privé qui vont reposer, sur 3 composants. La partie RDS de Microsoft, il y a la partie Citrix et la partie, VMware View, par exemple. Et on va vous dire, en Azure, il existe un autre produit et c'est unique à la plateforme Azure, c'est la partie Windows Virtual Desktop. Windows Virtual Desktop qui est un OS client, donc c'est un vrai Windows 10, mais qui est multisession. Donc on va pouvoir se connecter à plusieurs simultanément si on le souhaite. Ce produit-là, le produit Microsoft, Windows Virtual Desktop, pardon, est compatible Microsoft Defender for Endpoint. Donc si vous allez activer une licence utilisateur Microsoft Defender for Endpoint, sa licence utilisateur est compatible sur 5 périphériques, que ce soit son PC, que ce soit ses smartphones, ses tablettes, mais aussi sur la partie bureau à distance. Donc en termes de nombre d'agents nécessaires, c'est assez intéressant de se diriger vers ce genre de produit.
Et il existe évidemment une déclinaison for server où là, ce n'est pas évidemment basé sur les utilisateurs, mais par host serveur derrière. Lorsqu'on arrive sur du Windows 10 et du Windows Server 2019, ça ne nécessite pas une installation d'agent, c'est totalement transparent. Si on est sur des versions plus anciennes, là, il y a un peu de configuration à faire pour rendre le produit utilisable. L'utilisation d'un Microsoft Defender for Endpoint va nous permettre d'avoir un SOC, donc un environnement de sécurité complet pour l'ensemble de l'infrastructure. On aura une vue sur la partie évidemment antivirus utilisateur, donc je veux dire la partie endpoint, donc tablette, PC, smartphone. Petite précision pour la partie smartphone, compatible évidemment Android et iOS. On a évidemment une liaison avec la partie Azure et surtout, c'est que dans une seule console, on va avoir une intégration avec différents outils Azure-based pour faire de l'automatisation. On va pouvoir remédier aux failles de sécurité de façon automatique, sans devoir ouvrir un ticket dans un centre de service XY ou demander à votre service IT de gérer cette partie-là. La seule gestion qui devrait être faite, c'est vérifier que tout a bien fonctionné. C'est tout. Petit élément, que je n'ai pas encore, expliqué, c'est vrai que c'est un peu ça aurait pu prêter à sourire il y a quelques années, de parler de sécurité de Microsoft parce qu'il est vrai qu'à, on va dire, une dizaine d'années, quand on parlait de la sécurité par défaut de Microsoft, bon, on se disait tous: «Ça ou rien», c'est un peu pareil. Depuis quelques années, Microsoft a vraiment, changé son fusil d'épaule. Ils ont énormément investi d'argent. Ils ont créé leur propre security teams. Ils ont ce qu'on appelle l'équipe bleue et rouge et chaque semaine, il y a les gentils et les méchants et ils s'attaquent l'un l'autre pour augmenter le niveau de sécurité et évidemment, le gros avantage d'avoir une propre équipe de sécurité chez Microsoft, c'est qu'il ne faut pas oublier que Microsoft est le leader mondial d'un point de vue, heu je veux dire périphérique, utilisateur. Donc eux-mêmes, grâce à leurs outils de télémétrie qui est natifs, je vais dire dans le Windows 10, il y a des remontées d'informations assez conséquentes et donc ils sont les plus à même, dès le départ, de pouvoir pallier aux failles de sécurité. Autre élément qui me semble assez pertinent et qui va, se faire un lien très direct avec les composants Azure, c'est évidemment le Microsoft Defender for Identity. Je vais parler un peu d'expérience ici. J'ai fait le test chez un client, enfin chez actuellement une vingtaine de clients et de prospects, de savoir pour l'instant, voilà, vous avez du cloud, vous avez de l'Office 365. Quel est votre comportement IT lorsque vous aviez une infrastructure locale et une infrastructure cloud? Bah, quand c'était en local, systématiquement, bah, on changeait le mot de passe tous les 3 mois et d'un point de vue sécurité, bah, on croyait, on avait cette croyance de dire: «Bah, on était sécurisé parce que c'est chez moi» et au niveau accès depuis l'extérieur, bah, on allait publier le RDS où il y avait des accès VPN. Mais il y avait une certaine croyance, je veux dire qui était, au sein d'utilisateurs, qui était de dire: «Bah, si c'est chez moi, c'est que ça va». Il n'y avait pas forcément, je veux dire, de vérification derrière, s'il y avait du brute force ou autre. Beh, la partie 365, c'est exactement le même principe. Je vois que la partie croyance, c'est: «OK, ça se passe chez Microsoft, c'est leur problème, c'est à eux à vérifier qu'on ne se fasse pas attaquer». Oui et non. Si vous ne mettez pas de mécanisme, par exemple, de MFA, que je connais votre identifiant mail, bah, voilà, je prends mon exemple, quentin.bière@computerland.lu, mon adresse mail, beh, c'est évidemment mon identifiant 365. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que lorsque j'ai l'adresse mail, bah, je vais pouvoir essayer, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, suivant ce qui est mis, en place, des passewords différents et évidemment, il y a toute une série de robots derrière qui va pouvoir faire ça jour et nuit pour peut-être arriver à trouver mon mot de passe.
Et si j'ai pas de MFA, ben, ils ont potentiellement accès à ma ressource. Quand on analyse ce genre d'attaque, bah, l'attaque la plus simple à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est de vous envoyer un mail en disant: «Voilà, vous avez, un problème sur Office 365, vous devez vous authentifier pour réactiver, par exemple, votre OneDrive. Vous avez tous vos documents». Les utilisateurs vont cliquer dessus. Une page va s'ouvrir pour demander les accès, login et mot de passe. L'utilisateur va les rentrer, mais en fait, c'est du phishing et ces éléments-là vont être envoyés à des personnes évidemment malveillantes pour, essayer de se connecter à votre infrastructure. On en a parlé tout à l'heure, il y a des outils comme Azure AD Connect qui fait une réplication de ce qui existe localement pour le mettre dans le cloud. Donc ça veut dire que mon identifiant que j'ai pour 365 est le même que ce que j'ai pour me connecter, par exemple, à mon ERP où j'ai accès à la comptabilité de la société. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que mes accès internes sont aussi compromis. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe? Bah, potentiellement, vous n'êtes pas au courant de ces éléments-là. Des systèmes comme Microsoft Defender for Identity va pouvoir visualiser ce genre d'attaque, vous informer et surtout taguer à un moment donné: «OK, le compte est compromis, il est bloqué nativement» et un IT doit intervenir pour le rendre actif. Évidemment, qu'est-ce qui est le 1er élément qu'on fait? Évidemment, changer le mot de passe, augmenter la sécurité si ce n'est pas déjà fait, donc la partie évidemment multi-factor authentication et surtout, grâce à le 4e élément qui était dans la partie Microsoft Defender for Identity, on a la partie Cloud App Security, où là, on va pouvoir vérifier l'utilisation des identifiants de l'utilisateur. Donc si je vois que mon compte a été utilisé pour accéder à la partie ERP, par exemple, ce sera visible et donc je vais avoir des traces de je vais dire, de l'utilisation de mon compte sur les différents éléments. Ce qui va permettre après d'analyser vraiment l'impact, je vais dire, de de ce type d'attaque. Donc évidemment, on va parler un peu de plus technique, bah, il y a les attaques de différentes authentifications, le clear text password, les ciphers. Là, c'est pour vérifier, par exemple, qu'il n'y a pas des mots de passe qui sont mis en clair dans l'utilisation de certaines ressources. Évidemment, c'est proscrit. On en a parlé, détecter des activités suspectes, mais surtout réagir aux activités suspectes. C'est partie évidemment comportement à risque, ça c'est grâce évidemment à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver dans cette partie-là? Heu, la suppression, anormale d'une certaine quantité de documents dans OneDrive. Ça, c'est un comportement dit anormal. Pourquoi? J'ai supprimé, heu, 300 fichiers en une seule fois. Est-ce normal? Et donc là, une alerte remonte et le service IT peut être informé et donc réagir. Donc que ce soit que vous soyez actuellement que dans une solution on-prem ou que vous soyez dans le cloud, on doit rester alerte. C'est pas parce qu'on est dans le cloud que, tout est beau, tout est magnifique. La partie sécurité, comme on le disait, à chaque fois, c'est l'affaire de tous et donc on doit évidemment être intéressé par ce genre de service. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à interagir dans la partie chat, c'est fait pour ça. Ici, bah, je vois justement qu'il nous reste encore 1 heure. Je vais, rentrer un peu plus dans la partie démonstration. On va visualiser concrètement certains éléments ensemble, et à la fin, on va dire, vers, 12h40, quelque chose comme ça, on fera s'il y a des questions, intéressantes, je veux dire, sont toutes intéressantes, mais des questions que beaucoup de personnes, sont intéressées à connaître la réponse, on va les exprimer plutôt oralement et faire bénéficier toute l'assemblée de la réponse. Dernier slide, je vous promets, avant la démo. Azure, vous l'avez compris, c'est une plateforme globale, centralisée
et on va retrouver toute une série d'outils. Vraiment, il faut prendre Azure égale une boîte à outils, c'est quasiment ça. Tout ce qui est réseau, je veux dire accès internet, stockage, serveur, redondance de l'infrastructure, tout ceci, on ne s'en occupe pas, ça a Microsoft. Et quand je dis on ne s'en occupe pas, le partenaire, par exemple Computerland, on n'a pas de responsabilité sur cette partie-là, évidemment. Ensuite, on va rentrer dans la partie réellement consommation. On a, j'en avais parlé tout à l'heure, 2 grands sujets, la partie plateforme et la partie infrastructure. Heu, pour aller très brièvement, partie infrastructure, on va aller sur la partie vraiment consommation de machines et une machine est liée à quoi? À un stockage et à un aspect réseau. Parce que oui, il faut quand même configurer, entre guillemets, une partie réseau pour que les machines ou les services communiquent. Mais aussi, par exemple, une partie connectivité. Je prends un VPN site to site ou de client à site. Ben voilà, il y a des composants natifs Azure qui existent aussi, mais aussi des produits tiers. Si vous êtes en WatchGuard, on pourra consommer du WatchGuard. Si vous êtes, heu, chez Juniper, il y a des éléments Juniper et ainsi de suite. Mais si vous avez à l'heure actuelle un MPLS chez un provider et que vous souhaitez rester et que vous en avez réellement besoin. Je dis réellement besoin, pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de commencer directement par une implémentation de ce service-là. C'est la partie express route. Donc là, c'est entre guillemets connecter l'ensemble des bureaux de votre entreprise directement vers Azure via une ligne douée. Le fait d'implémenter ça va impacter évidemment la partie Office 365 parce qu'à la place de passer par une communication lorsque vous êtes au bureau par la connectivité internet, vous allez passer par la partie ExpressRoute. Ensuite, d'un point de vue plateforme, je vais brièvement, en expliquer quelques-unes. On a la partie médias et CDN. Vous avez un site web qui est basé en Europe, vous avez des clients en Asie. Nativement, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes en Asie, que vous allez consulter votre site web, la personne va devoir télécharger le contenu en passant par la ligne internet et aller sur le site qui se situe en Europe. Le CDN, c'est des relais. C'est des relais pour le stockage. Donc si vous êtes en Asie et que vous souhaitez consulter un site web, vous faites la connexion, mais à la place d'aller la connexion vers évidemment l'Europe, vous allez aller vers un point local et télécharger le contenu multimédia ou multimédia ou images, directement depuis le point de vue local. Donc évidemment, le côté user experience, heu, est assez bénéfique. Vous avez des éléments que vous connaissez peut-être, comme la partie DevOps ou la partie TFS, la gestion du code, le versionning. Ceci est évidemment basé sur la plateforme et parce que ça évidemment c'est assez important, Azure est compatible, je vais presque dire tout, c'est-à-dire cloud public, cloud privé et on-premises. Donc là, on est vraiment sur un cloud qui est hybride et qui est ouvert. Et la partie sécurité, si on l'active évidemment, reste, disponible sur l'ensemble des différents services. Pour de la partie Azure. Alors, je vais partager mon écran pour qu'on fasse un peu de live. Voilà. Donc ici, on a un site, que vous connaissez peut-être déjà. Si vous êtes sur du 365, bah, vous connaissez déjà portal.office365.com. Ici, même principe, portal.azure.com. On voit que je suis bien dans la société Computerland, donc ça, c'est la partie Azure AD qui est activée et que je me suis connecté ici avec mon utilisateur qui est le même que le mail, quentin.bière@computerland.lu. Vu l'intégration native, je vais dire, du SSO, je me suis connecté sur portal.azure.com. Je n'ai pas eu de demande de mot de passe ni de MFA parce que je me situe pour l'instant au bureau. On a ici, brièvement, une colonne à gauche qui va nous donner accès à une série pardon, de composants.
Au centre, on va y retrouver la partie ce que j'ai consommé récemment et évidemment les grands thèmes que j'ai consommés. Donc par exemple, la partie, machine virtuelle, on voit que c'est le type qui est ici. Bah oui, j'ai le sujet, je vais dire ça comme ça, le répertoire VM qui se situe en haut. On a une barre de recherche qui, comme son nom l'indique, va nous aider à rechercher 3 choses, 3 grands thèmes. Soit une ressource déployée, soit ce que je souhaite déployer, soit de la documentation. Si je vais sur la partie Azure Active Directory, on voit que j'ai le service qui est disponible, j'ai la partie marketplace, donc ressources que je peux consommer qui me propose d'y aller, donc la partie Azure AD par exemple, ou Azure AD B2C. Pour la partie, par exemple, si vous avez un site web e-commerce et que vous ne souhaitez pas gérer les accès, dans cette plateforme e-commerce et que vous souhaitez les avoir centralisés d'un point de vue, console Microsoft et y implémenter nativement de la sécurité, on peut le faire dans la partie Azure AD B2C et surtout, on a ici la partie directement documentation. Par exemple, si je clique dessus, tiens, comment on fait pour se connecter avec de l'Azure Active Directory directement en Linux en utilisant du SSH? Voilà. Donc tout est fait pour faciliter la vie de l'utilisateur de la plateforme Azure. On a aussi des accès, dans le bandeau en haut, un peu différents. Par exemple, ici en haut, c'est ce qu'on appelle le Cloud Shell. Si vous préférez gérer votre informatique, non pas de façon graphique, mais de façon code, il est activé nativement et ça va se décliner en 2 côtés parce qu'il faut satisfaire évidemment tout le monde, soit une partie PowerShell et si vous êtes adepte de la partie Linux, évidemment, il y a l'équivalent en bash qui s'appelle Azure CLI à ce niveau-là. La partie souscription, donc si vous pouvez avoir accès à plusieurs souscriptions Azure. Une souscription Azure, c'est le ticket d'entrée pour consommer une ressource. Donc ce n'est pas une licence en tant que telle, c'est vraiment l'ouverture du service. Après, vous allez consommer derrière. Mais si vous intégrez, je veux dire, une souscription Azure et que vous ne consommez rien, évidemment, ce n'est pas facturé, vu qu'il n'y a pas d'objet dedans. Les parties notifications, évidemment, comme dans la partie 365, on va pouvoir gérer la langue, la région, si vous le souhaitez en blanc, en noir, voilà, on peut le faire. La partie contraste aussi. La partie help, est-ce qu'il y a la partie, service, est-ce qu'il y a des incidents pour l'instant? Directement aller sur des tickets de support, un peu de blabla ici et évidemment le feedback de Microsoft avec leur smiley sur le côté. Donc ça, c'est vraiment la console dans laquelle on va pouvoir travailler. Si je veux utiliser une machine virtuelle, je vais d'abord prendre l'exemple ici où j'en ai déjà créé une. Comme ça, vous allez voir comment on va vraiment, comment elle se présente, je vais dire, dans la console Azure. Puis après, je vous montrerai comment elle se crée. J'ai un nom identifiable, donc voilà, c'est identifiable dans ma souscription. Donc évidemment, si, une autre société a créé une machine, wvd-demo-0, évidemment elle doit pas être unique à travers l'ensemble des ressources Azure, ce serait, impossible à gérer au niveau des machines virtuelles. On a la partie, overview, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Sur la deuxième colonne, on a les différentes options ou opérations et ici un résumé sur la partie centrale de l'utilisation de ma machine virtuelle. Je peux faire un connect par exemple. Qu'est-ce qui va me proposer de faire une connexion directement RDP ou SSH? Ici, évidemment, vous le voyez, je n'ai qu'une adresse IP privée et pas publique de disponible. Donc évidemment, il va me générer simplement la commande pour me connecter sur le 10.0.1.4 par exemple. Et il y a le troisième service qui s'appelle Bastion, qui permet, lui, depuis une interface web, gérer les machines virtuelles comme si on se connectait en RDP directement. Donc ce qui permet, entre guillemets, d'éviter de générer des connexions ou des failles de sécurité à ce niveau-là. On peut vraiment, utiliser un service cloud
pour se connecter et gérer l'ensemble de du côté informatique, du côté serveur de l'infrastructure. Évidemment, ma machine est démarrée, je peux la redémarrer, je peux faire un stop. Alors le stop ici a une différence que si je le fais dans mon Windows, que je fais démarrer, arrêter. Le stop du côté Azure, c'est ce qu'on appelle un disallocate. Je vais vous montrer avec l'autre machine de mon collègue qui est ici. On voit bien qu'elle est éteinte et qu'il y a la partie disallocated qui est activée. Dès qu'elle a ce statut-là, on ne paye plus la machine virtuelle. On va payer uniquement le disque. Donc déjà, premier élément, en cas d'optimisation, si vous êtes sur des machines de développement ou des machines qui ne sont pas utilisées jour et nuit, on peut prévoir automatiquement une extinction de certains services et cette extinction va évidemment avoir un impact non négligeable sur la partie facturation. La localisation, donc ici on voit que ma ressource se trouve en West Europe, le nom de ma souscription, un ID unique chez Microsoft, la partie tag, les 2 aspects, intéressants entre guillemets «directs» qu'on peut avoir, c'est qu'on va pouvoir créer un tag, par exemple, de type département. Je vais mettre département Azure et si dans la partie colonne de gauche ici, je vais rechercher uniquement les tags de Azure, bah, je pourrais filtrer seulement sur vraiment les éléments que j'ai besoin de gérer. Le deuxième aspect, c'est que dans la partie facturation du portail Azure, vous allez pouvoir, entre guillemets, heu, visualiser le coût par département aussi si vous implémentez les tags. Donc si vous avez par exemple et vous souhaitez, heu, impacter différents départements dans votre société par rapport à l'utilisation d'une ressource Azure, on pourra le faire assez facilement grâce à l'objet tag. On est ici sur un operating system de type Windows 10, Enterprise for Virtual Desktop. Donc ça, c'est évidemment le composant que je vous expliquais tout à l'heure, la partie Windows Virtual Desktop, bureau à distance, où on peut se connecter sans devoir gérer l'aspect publication, redondance des services à ce niveau-là. Tout ça est géré par Microsoft, y compris dans l'utilisation de votre produit. La size, ça c'est un ensemble, je vais dire, de CPU et de RAM. C'est ça que vous payez. C'est vraiment la size. Et derrière, la partie Virtual Network subnet. Un subnet, entre guillemets, enfin la différence entre Virtual Network et un subnet. Virtual Network, c'est un ensemble de range IP. Donc on va dire, c'est vraiment l'ensemble des adresses IP qui va être composé, qui va être utilisé dans votre infrastructure Azure. Et la partie subnet, c'est ce qu'on va appeler entre guillemets un peu un VLAN, comme on a en on-premise. On va pouvoir séparer, distinguer les machines de type par exemple cliente, les WVD, on va les mettre dans un subnet à part, les machines de type serveur dans un autre, et ça va nous permettre de gérer une sécurité assez finement où on va pouvoir implémenter du zéro trust. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai accès à une machine que j'ai obligatoirement accès à l'ensemble du parc IT, parce que tout sera segmenté dans la partie réseau. Le résumé un peu plus en détail ici. Vous voyez, en effet, Azure est basé sur des agents. Ça, c'est un agent qui permet de faire remonter l'ensemble des éléments du comportement de la machine virtuelle vers la console portal.azure et une partie disque. On a, comme sur du VMware ou sur de l'Hyper-V, une visualisation assez, je vais dire, classique d'un point de vue métrique. Donc, c'est-à-dire, on va voir l'utilisation du CPU de la partie network ou des disques et surtout de la partie IOPS consommée pour l'instant. On peut aller un peu plus loin et on voit que si je clique, quand j'ai cliqué dessus, je ne suis plus dans la partie overview, mais je suis passé dans la partie métrique. Et si je veux, par exemple, visualiser juste ce qui est entré d'un point de vue réseau, ben voilà, j'ai une vue de ce qui rentre sur ma machine virtuelle qui permet ben voilà, de voir s'il y a eu un download, un upload spécifique à un certain moment sur votre machine virtuelle. La partie options, ce qui est entre guillemets directement configurable.
Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de la partie compliance. Je vais pouvoir assigner une partie policy directement, nativement sur la partie machine virtuelle. Je peux me rendre sur la partie sécurité aussi. Vous voyez que la partie backup, je l'ai activée, il est directement configuré. La partie DRP, donc nativement, si je clique dessus, parce que c'est quelque chose d'assez évidemment intéressant, il va me demander, ben voilà, heu vous souhaitez activer un DRP, où souhaitez-vous répliquer l'information? On voit que par défaut, pour une machine pardon, en Europe de l'Ouest, il va me proposer l'Europe du Nord. Et évidemment, d'un point de vue DRP, je vais dire, par design ici, je ne peux pas mettre ma machine au même endroit. Je vais pouvoir par exemple la répliquer en France, si je le souhaite. Donc ça aussi, ça va simplifier entre guillemets «la vie», d'une configuration et d'une activation de service DRP. En quelques clics, ceci peut être mis en place. Toujours des options avancées si on le souhaite à ce niveau-là. Il y a évidemment on peut vraiment faire ce que vous souhaitez, au niveau de la configuration. Activer nativement la gestion de la partie patching de la machine virtuelle. Donc, bah, il est vrai que dans bon nombre de sociétés, la partie patching automatique n'est pas ou peu mis en place. Donc là, on va avoir un focus réellement sur la partie update Windows, qui évidemment est en lien avec la partie Azure Defender, hein. Donc si Azure Defender me met comme remarque: «Tiens, il manque des updates», bah, il va me proposer par exemple de configurer la partie, update automatique. On a parlé tout à l'heure de gains, financiers. On peut configurer la partie auto shutdown nativement. Voilà. La machine va se couper proprement, c'est pas, comme si je retirais la prise évidemment. Attention, on est dans un système cloud complet, donc évidemment bien choisir la partie time zone et la partie insight où là on va aller vraiment beaucoup, beaucoup plus loin dans la partie monitoring. Exemple, si j'active la partie insight sur l'utilisation d'un site web, il va me donner réellement la visualisation de la partie performance de mon site web. Il va me dire: «Attention, quelqu'un a été consulter cette page-là. Cette page génère telle requête SQL et la requête SQL a pris X secondes». Ce qui permet évidemment, lorsqu'on a des problèmes de performance, de directement mettre le doigt là où il faut améliorer le produit. Donc, on a parlé, disques. Évidemment, on va avoir ici 4 grands types de disques par rapport à la machine virtuelle. Nous avons des disques rotatifs, des disques SSD, mais avec la partie IOPS qui est, fixée, donc on ne pourra pas aller à plus loin que 500 IOPS. On a du premium SSD où là, suivant la taille du disque, le nombre d'IOPS disponibles va augmenter et nous avons aussi le Ultra SSD où là, on est sur des disques de type NVMe et donc évidemment la partie IOPS est bien plus importante. La partie size, ici, c'est un peu différent de ce que vous connaissez peut-être en on-prem ou dans les clouds privés. On ne peut pas choisir soi-même les possibilités d'augmenter ou non de la RAM. Si vous souhaitez mettre, par exemple, j'ai une machine ici qui est sélectionnée, c'est du D4S V3, nom un peu barbare, je vous l'accorde. C'est 4 vCPU, 16 gigas de RAM, un maximum disponible de 8 disques de données que je peux attacher à ma machine virtuelle, des IOPS maximum de 6400. Si je voudrais, par exemple, mettre 20 gigas de RAM, je ne peux pas. Je suis obligé de voir le plan, la size qui est le plus proche de mon besoin. Donc je vais peut-être passer, heu, ici, je sais pas moi, je vais aller voir dans d'autres options, 4, oui CPU 32 gigas de RAM et vous voyez que l'on a évidemment toute une série de machines différentes. Chaque type de machine est lié à un besoin qui lui est propre. On a des machines, on va dire généralistes, on a des machines de développement où là évidemment le coût est moindre, on a des machines
pour faire du calcul, donc pour faire un centre de données à ce niveau-là. D'autres machines qui sont liées avec des cartes graphiques, donc si vous avez de l'AutoCAD, du SketchUp ou autre, évidemment, on peut utiliser le composant Windows Virtual Desktop et le GPU qui est associé pour faire fonctionner ce genre de software. Ça fonctionne vraiment bien, des fois même mieux qu'en on-prem. Tout dépend des configs, évidemment, ça je vous l'accorde bien volontiers. Et puis évidemment, si vous souhaitez miner des bitcoins entre guillemets, c'est plutôt pour la boutade, on peut aller vraiment sur des tailles de machines énormes avec, par exemple, 2 téras de RAM et 80 ou 200 CPU si vous le souhaitez. Donc voilà, suivant réellement votre besoin, il y a certainement une taille de machine qui comble ce besoin. Je ne vais pas aller dans chaque menu, je vais juste aller dans les menus, qui me semblent le plus intéressants. J'ai activé sur cette machine-ci le Azure Defender. On voit que je peux activer le Just in Time si je le souhaite. Et surtout, un élément qui est non négligeable, c'est la partie licensing. Si vous êtes une société avec des licences Microsoft, où vous avez la partie software assurance et la partie mobilité de votre licence, vous n'allez pas payer 2 fois la licence parce que vous allez migrer dans le cloud. On va pouvoir la transférer. Si c'est pas le cas, là malheureusement on devra utiliser une licence, intégrée dans la partie Azure. Si vous souhaitez utiliser de Windows Virtual Desktop, vous allez utiliser la licence qui est incluse dans votre produit Microsoft 365. Donc c'est-à-dire que le coût de la licence Microsoft ne sera pas facturé. C'est comme si vous alliez consommer une machine Linux. Donc évidemment, en termes de coût de licence, et je veux dire, il y a pas mal d'intérêt à aller, vers ce genre de solution. La partie backup, je vous l'avais dit, qui avait déjà été activée. Je l'ai activée hier soir. On voit la partie backup. Je peux lancer un backup now, un recover de la machine virtuelle. Évidemment, il va me proposer que la date de hier et je peux faire soit une création de nouvelle machine, soit elle va écraser, l'existante. Donc voilà, il y a évidemment tous les choix. C'est un produit de backup, ça ne révolutionne rien, ça existe. Pour parler toujours du backup, on est ici sur un backup pour la partie VM avec un maximum d'une fois par jour. Si vous souhaitez de plusieurs avec des backups, 2 fois par jour par exemple, on doit utiliser toujours le même produit, mais on doit le configurer d'une autre façon. C'est moins natif, je vais dire ça comme ça. Mais si vous utilisez, par exemple, de l'Azure File ou du NetApp File aussi, on va pouvoir configurer donc d'abord, qu'est-ce que c'est l'Azure File? C'est un composant plateforme as a service, donc on n'a pas accès à la couche Windows. On va juste consommer du stockage et ce stockage va pouvoir être backupé par une ressource comme le Azure Backup. Voilà. Si vous souhaitez, mettre un SQL dans une machine virtuelle, on peut aussi intégrer le composant backup avec la partie SQL natif. Donc il ne sera pas nécessaire de faire des plans de maintenance à ce niveau-là. Le composant, l'agent, je vais dire backup, va s'en charger. Il est évident que, la partie Active Directory que l'on a par exemple avec Vim ou une partie Exchange, que l'on a aussi avec Vim. Microsoft ne l'a pas implémenté pour la simple et bonne raison que ça existe dans le monde Microsoft 365. Donc si vous avez, un Active Directory, bah, vous allez bénéficier de la corbeille Azure AD pour pouvoir aller restaurer. Si vous avez un Exchange on-prem, mais que vous souhaitez l'installer dans Azure, je vous avoue, c'est extrêmement rare, je n'en ai jamais vu. Bah, évidemment, vous allez aller de plus en plus utiliser des ressources comme Exchange Online à ce niveau-là. La partie monitoring, j'en ai parlé. La partie, un autre élément qui est assez intéressant, si vous n'avez pas documenté votre mot de passe local de votre machine virtuelle, grâce à l'agent, il va pouvoir réécrire cette partie-là pour pouvoir, vous redonner accès. Donc même que ce soit en Windows ou en Linux, c'est compatible à ce niveau-là. Au niveau de la création d'une machine virtuelle, le petit plus, donc je vais fermer ceci, comme ça vous le verrez en plus grand. Le petit plus ici, ajouter une machine virtuelle.
on va se retrouver sous la souscription que j'ai accès. Si j'en ai plusieurs, je les verrai listés ici. Le ressource group, c'est un folder. C'est un endroit où on va stocker les éléments de cette machine-là. Tous les éléments qui ont le même but, on recommande qu'ils se situent dans le même ressource group. Ici, je vais aller me mettre dans la partie Windows Virtual Desktop Demo. Un nom de machine qui n'est pas unique, comme je vous l'avais dit. Donc, démo Quentin. On va choisir une région. La région va évidemment impacter le reste des éléments qui va suivre, parce qu'évidemment, si je déploie une machine aux États-Unis, il faut que j'ai au préalable créé un réseau aux États-Unis. Les options de disponibilité sont directement à la création disponibles à la création de la machine virtuelle, où là, on va avoir des éléments de Availability Set et Availability Zone. Availability Zone, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on va mettre des machines dans des ressources différentes dans une même région. Availability Set, c'est il va mettre des machines à travers différents fault domaines. Fault domain, c'est quoi? C'est des machines qui se situent sur un même networking et une même alimentation électrique. C'est tout. Les images, évidemment, si vous avez des images que vous avez créées vous-même, vous pouvez les uploader sur la partie Azure et les utiliser directement. Si vous souhaitez utiliser de l'Ubuntu, vous sélectionnez Ubuntu version 10. La taille, on en a parlé tout à l'heure. Vu que c'est de l'Ubuntu, deux façons de se connecter. Soit je me connecte en SSH avec vraiment la partie public key du SSH, dans quel cas je peux évidemment générer une clé ici, mais vous pouvez évidemment le faire directement en mode, je vais dire classique, username et password. Vous allez voir que normalement, si je mets root, il ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certains identifiants natifs qui sont proscrits. Comme au niveau Microsoft, si vous déployez une image Windows, vous ne pourrez pas créer le username administrator. Vous pourrez le créer une fois que la machine est déployée, mais pas avant. Le password, vous voyez directement ici qu'une certaine complexité de password est demandée nativement, donc il n'est pas question de mettre root à ce niveau-là. Qu'est-ce qui existe d'autre comme option? Nativement, il va nous demander, oui, je vais publier le port SSH parce que je n'ai peut-être pas de VPN et je dois vraiment directement y accéder sans mettre de sécurité au préalable. Ou vous dites non, 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 je ne publie rien. La machine reste dans l'environnement Azure. J'ai déjà quelque chose d'autre pour pouvoir me connecter, que ce soit un VPN ou du Bastion. La partie disque, évidemment, ici, dans le cadre de la machine que j'ai choisie, il ne supporte que trois types de disques, que ce soit du premium, du standard SSD ou du standard HDD. Évidemment, plus on monte en performance, plus le prix est important. Mettre ceci par exemple. Une encryption. Chaque élément Azure est encrypté nativement. C'est super important. On a une encryption at rest, donc ça veut dire qu'on va avoir une encryption sur à la destination. Vraiment, le disque natif est encrypté. Évidemment, le composant qui est utilisé nativement, c'est du BitLocker à ce niveau-là. On peut gérer son encryption de façon différente, c'est-à-dire en mettant le même principe at rest, mais avec sa propre clé, parce que vous dites non, 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 je n'ai pas confiance en la plateforme manage, je vais utiliser la mienne. Ou évidemment, dans certains cas, on peut utiliser les deux, la double encryption. On peut ajouter des disques directement à ce niveau-là. Et dans la partie consommation, vous allez voir ici directement mon virtual network, mon subnet, et il va me proposer par défaut d'y lier une adresse IP publique. Et d'un point de vue management, là, c'est différentes options. On va pouvoir activer le boot diagnostic. Entre guillemets, là, on va aller voir, c'est comme si on faisait des captures d'écran du démarrage de la machine pour voir si elle démarre bien correctement. Soit je le désactive. On peut, ça c'est une option qui est en preview pour l'instant, on l'avait vu d'ailleurs dans l'autre table tout à l'heure, où on va pouvoir activer nativement l'identification avec les ressources Azure AD.
Donc ça, c'est évidemment assez intéressant parce que si je suis admin de la partie Azure, nativement, j'aurai le droit de pouvoir y accéder. Configurer dès la création l'auto shutdown, le backup et la partie guest OS update. Donc voilà, vous voyez déjà qu'il y a quand même pas mal d'options dès la création. On peut évidemment automatiser toute cette partie-là si vous devez créer des machines à la volée parce que vous faites du test and dev, c'est évidemment faisable. Ça, c'est, je veux dire, le plus simple, c'est le plus compréhensible, c'est la partie, je vais dire, infrastructure as a service. On va aller dans un autre élément. Je vais déployer une web app, par exemple, ce qu'on appelle une app services, dans ce cas-ci. Création. Démo web. Deux éléments, soit c'est basé sur du code. On voit qu'il supporte le .NET 5, les .NET Core, l'ASP.NET, le Java, le Node, le PHP, le Python et le Ruby. Donc là, beaucoup de versions sont déjà disponibles. Je prends ici, par exemple, le .NET 5. Si vous êtes déjà passé dans la partie container, on peut directement utiliser des Docker containers aussi. On a l'operating system derrière. On peut utiliser du Linux ou du Windows et toujours et encore le choix de la région. Vous voyez qu'ici, au niveau de mon instance, ça doit être une instance unique. Donc, c'est-à-dire que le site web, la publication de mon site web qui sera sécurisée nativement, QBI, donc si je fais https QBI demo web.azurewebsite.net, lui est un nom unique dans toute l'infrastructure Azure. Il sera évidemment possible et souhaitable d'aller configurer quelque chose qui vous serait évidemment plus bénéfique, par exemple portail.computerland.lu. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le déploiement, évidemment quelque chose qui est à la mode depuis de nombreuses années, c'est de ne pas uploader le code directement via un fichier zip. On peut utiliser des plateformes telles que GitHub, Bitbucket, TFS, DevOps, là où le code se situe, et pouvoir faire du déploiement continu. Déploiement continu, c'est quoi? C'est un développeur va travailler sur son Visual Code, par exemple, il va aller changer la structure, le code du site web. Lorsqu'il fait save, qu'il va aller pousser, je vais dire, ce changement de code dans sa plateforme qui est une gestion de code, automatiquement, ça va les mettre, si, évidemment, si c'est souhaité, le site à jour où il le faut. Donc ça, évidemment, c'est assez bénéfique et c'est, entre guillemets, une mise en production beaucoup plus rapide. Pendant la création, je vais passer sur la partie Security Center. Donc on voit ici que j'ai, comme je vous l'avais dit, quelques recommandations. J'ai le Secure Score, bah, pour l'instant, voilà, c'est une souscription de démo. Je suis à 46% sécurisé. On va dire, je peux optimiser cette partie-là. Je n'ai pas activé pour l'instant de demande de compliance. J'ai déjà quelques suggestions d'amélioration. Par exemple, si je prends le premier, voilà, j'ai des accès, ce qu'on appelle un storage account, c'est un espace de stockage public, cloud. Donc si je vais dessus, je peux y accéder à travers tout Internet. Par défaut, il dit OK, vous consommez 4 éléments pour l'instant, utilisez ce qu'on appelle un private link. Donc autrement dit, à la place de passer par internet pour accéder à cette ressource-là, passez directement par l'utilisation de votre virtual network. Donc autrement dit, je vais accéder à une ressource cloud uniquement à travers de l'interne, du flux interne. Évidemment, en termes de sécurité, c'est évidemment plus intéressant. Heu, la partie Secure Score, Azure Defender, pardon. Donc là, je l'ai activé sur une seule. Quelques éléments qui est donné, la partie network map qui est des fois assez intéressante à voir, c'est: «Tiens, où est ma machine par rapport à ma souscription?» Et ici, j'ai une vue pour l'instant qui est directe.
On pourrait évidemment, si j'ai du SQL, si j'ai du storage account, on verra des petites bulles supplémentaires, des infobulles qui seront directement connectées à la partie virtual network. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a la partie Cloud Connector pour se connecter à d'autres clouds. Et les deux clouds qui sont évidemment compatibles pour l'instant, c'est Amazon et GCP. Voilà, je vois que mon élément web est déployé. Si je n'ai pas envie de parcourir tout leur partie ressources groupe, je peux faire directement ici un Go to ressources. Et donc, si je fais un browse directement, voilà, j'ai mon site web qui est publié. Publié de façon sécurisée, Microsoft met à disposition son certificat azurewebsite.net et donc directement accessible en HTTPS. Vous le savez certainement, certains browsers maintenant n'autorisent plus que le flux HTTPS ou alors il met un gros message d'erreur en disant tiens, êtes-vous sûr de vouloir y aller? Les éléments qui sont présents ici, évidemment la partie ressources groupe comme la partie machine virtuelle, et surtout, il va me publier la partie FTP. Donc le FTP, bah, évidemment, si je n'ai pas d'outils tels que Bitbucket ou autres, DevOps, il va falloir quand même que j'arrive à un endroit pour pouvoir y stocker mon site web, le fichier web.config et ainsi de suite. Ben, je peux me connecter en FTP sur cette URL-là et le login et le mot de passe va se trouver dans la partie Get Publish Profile. Donc pour un développeur qui n'a pas d'outils tiers à ce niveau-là, il va pouvoir utiliser ce type de composant. Pardon. Autre élément qui est aussi assez intéressant, et que les développeurs affectionnent, particulièrement, c'est la partie slot. On va pouvoir créer un slot de développement, QI démo dev. Donc là, on voit qu'il me génère une autre URL. Je peux cloner automatiquement les settings. Donc les settings, qu'est-ce que ce sera? C'est la partie Runstack, donc si c'est du .NET 5, évidemment, il va configurer du .NET 5 de l'autre côté. Si j'ai été configurer une connexion à un service SQL, ben, nativement, il va le configurer pour l'autre service aussi, et ainsi de suite. Je le clone, par exemple, et je fais un add. On va voir que le slot de développement va arriver ici en dessous. Ce qui va permettre, en fait, au développeur, lorsqu'il fait une amélioration du site ou une correction de site, d'attaquer directement un site web de développement qui sera publié en Azure Website, donc il verra réellement le vrai rendu directement. Ce ne sera pas émulé sur son PC. Et une fois qu'il a terminé son déploiement, on va pouvoir faire un swap. Le swap, c'est quoi? C'est prendre tout ce qui se trouve dans la machine de développement, le mettre sur la production. Donc je ne vais pas devoir m'amuser à aller reconfigurer la partie backup, à aller reconfigurer la partie publication, à aller réuploader ma partie certificat par exemple, pour computerland.lu. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont mis à disposition, pour faciliter, une optimisation et faciliter la vie de tout le monde. La partie configuration, ce sont des éléments que j'expliquais tout à l'heure. Donc, on va aller pouvoir faire, à la place de l'intégrer directement dans le code du site web, faire une intégration directement par le système en SQL Server, par exemple. Et là, je mets ma connection string. D'autres éléments assez intéressants, on peut activer un identity provider sur le site web. Vous souhaitez que votre site web, pour pouvoir se connecter, il y ait une identification native qui se fasse. OK, vous prenez Microsoft et vous allez pouvoir activer by design l'identification sans devoir développer vous-même cette gestion de provider et utiliser des produits tiers tels que Okta, si vous connaissez. La partie custom domain, j'en ai parlé. Là, on va pouvoir mettre
d'autres noms de domaine comme portail.computerland.be ou .lu. Et la partie TLS, on va aller uploader le certificat si vous en avez déjà un, mais vous pouvez aussi très bien en commander un directement sur la plateforme Azure et il vous sera facturé le premier mois pour la première année. Et le saint graal évidemment d'une solution plateforme à ce service, c'est quoi? C'est le côté évolutivité. Je vais prendre une plateforme que vous connaissez tous, Amazon. Pour aller faire vos courses, vous avez le Black Friday par exemple, qui est fixe. Quand il est fixe, on peut utiliser les composants scale up. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir dire à un instant T, utilise plus de ressources machine, donc plus de CPU, plus de RAM. Ça, c'est une augmentation à ce niveau-là. On va monter, on va grandir la machine, on va la booster. Mais si vous le souhaitez, à la place d'aller vers cette solution-là, vous pouvez faire du scale-out. Du scale-out, c'est selon certaines contraintes, que ce soit de temps ou d'utilisation de la CPU et de la RAM, vous allez pouvoir dupliquer, augmenter en nombre identique de app service plan pour qu'il y ait une meilleure user experience à ce niveau-là. Donc vous allez dupliquer, vous allez créer une «ferme» entre guillemets de serveurs IIS dans ce cas-ci, où l'ensemble des publications vont arriver au même endroit. Vous n'allez pas devoir gérer vous-même cette partie clustering, gérer par exemple des adresses IP virtuelles, de load balancer et ainsi de suite. Non, ça, tout ce produit-là est géré par Microsoft. Vous, le seul élément que vous allez pouvoir gérer, c'est dans le cadre, par exemple, de l'autoscale, dire: «Je vais faire un scale basé sur un métrique». Le métrique, il sera lequel? Par exemple, l'utilisation du CPU. Si le CPU est au-dessus de 80 pendant 10 minutes, OK, j'ajoute un node, j'ajoute un membre à ce cluster. Évidemment, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est aller dans l'autre sens. On va pouvoir faire un decrease. Donc si, par exemple, le CPU descend en dessous de 60 pendant 20 minutes, on réduit de 1. Pour ne pas avoir de surprise fin du mois sur votre facturation, il est évidemment important de mettre une instance minimum et maximum, parce que si vous subissez une attaque DDoS et que vous n'avez pas mis de protection en amont, vous allez vous retrouver potentiellement à avoir beaucoup d'instances et donc la facturation derrière suivra et vous aurez une mauvaise surprise. Je voulais, aussi vous montrer un composant brièvement, juste pour vous montrer que ça existe, heu, qui est la partie Azure Sentinel, qui est un SIEM. Donc un SIEM, c'est un nom barbare pour dire que tout outil informatique qui génère des logs, je peux récolter ces logs et les traduire en graphique, en éléments probants. Je vais prendre par exemple Azure, le Sentinel que j'ai créé hier. J'ai fait des connexions sur différents services, 5 services. Donc ici, j'ai activé par exemple le transfert de log de la partie Azure AD, Azure Activity, Azure Defender et ainsi de suite. On voit qu'évidemment, il y a des connecteurs pour des produits tiers, Amazon, Akamai, donc ça c'est un CDN. Si vous avez du Barracuda, vous pouvez évidemment les uploader. Si vous avez du BlackBerry, vous pouvez évidemment vous connecter dessus, des produits Cisco. Donc ça, vous allez entre guillemets «activer» le service, le transfert de log. Qu'est-ce À quoi ça va vous servir? Ça, c'est vraiment la question première. C'est que si vous activez le transfert de log, c'est que vous allez pouvoir créer vous-même, et ça, je retourne dans la partie dashboard, des incidents. Vous allez pouvoir avoir une vue de qu'est-ce qui se passe sur mon infrastructure. On voit ici que sur l'ouverture des logs depuis moins de 24 heures, il y a quand même pas mal de logs qui sont envoyés sur la plateforme. Si je regarde la partie juste sign in,
On voit ici qu'il va me lancer un langage un peu barbare et je vais pouvoir voir réellement ce qui se passe d'un point de vue presque SQL, mais évidemment, ce n'est pas ça que vous souhaitez. Nous, ce que l'on souhaite, c'est consommer réellement, heu, des dashboards, en fait. C'est pouvoir voir ce qui se passe sur mon infrastructure. Je prends un template tout fait pour évidemment, heu, avoir quelque chose de visuel. Voilà, en termes de Azure AD Audit Log, qu'est-ce qui s'est passé en moins de 24 heures? Je vois qu'on a updaté des groupes et évidemment, je vois ici le nom du serveur où est installé l'Azure AD Connect. Je vais voir, tiens, on a aussi updaté les utilisateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Le film Password Services, donc ça c'est le password reset qui a été utilisé et ainsi de suite. Donc on a des outils qui existent, que l'on peut consommer, comme Azure Sentinel, qui va vous permettre déjà d'avoir une première visualisation sans réellement aller implémenter directement un Azure, un Microsoft 365 Defender for Identity. Il y a déjà des petits pas à faire en avant pour déjà pouvoir voir et agir sans vraiment acheter déjà des bundles, sur l'ensemble de la société. Et donc évidemment, suite, imaginons qu'on avait des incidents qui étaient remontés ici, on peut y attacher, des actions. Exemple, vous voyez, j'ai, quelqu'un qui fait de l'impossible travel, donc autrement dit, il s'est connecté à midi, en Belgique et à 13 heures, il se connecte aux États-Unis. 2 possibilités, soit l'utilisateur utilise un VPN, soit, il s'est fait hacker, à peu de choses près. Donc on pourrait, ça va être un incident qui va être remonté ici, on va pouvoir y établir, un événement qui serait par exemple de bloquer le compte et d'attendre qu'il y ait un password reset qui se fasse. Voilà, je vois déjà qu'il est 12h46, le temps nous manque un petit peu, mais je pense qu'il serait, pertinent de je vais continuer encore quelques slides, heu, pour vous montrer les valeurs de service de la partie Computerland que l'on que l'on a mis, sur le marché déjà depuis de quelques années. Je vais aller très vite et puis on passera à la partie questions. Voilà. Donc Azure, c'est un peu du click and go, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options, donc que faire quand, je dois choisir? Microsoft se repose est assez rarement en direct avec le client. Il se repose sur, un ensemble de partenaires. Heu, Même si ça fait déjà 3 ans, Computerland, a été partenaire de l'année en Belgique en 2018. Nous sommes assez fiers parce que ça faisait très, très, très longtemps qu'il n'y avait pas eu une société francophone qui avait été élue partenaire de l'année sur le territoire belge. Autre élément, on a vu, qu'on a une consommation à la minute et donc si j'oublie certaines certaines choses, par exemple d'éteindre des machines, ou que je crée de trop grosses machines, évidemment, malheureusement, il y a pas de forfaitisation, il y a pas spécifiquement de barrière. Il y a quelques garde-fous, par exemple, on va pouvoir mettre une limite à la consommation Azure, donc c'est-à-dire on va mettre un budget de 200 € par exemple et si budget, dépasse ces 200 €, soit c'est une alerte qui arrive systématiquement, soit on peut, directement dire de couper les machines. Évidemment, c'est assez intéressant pour le test and dev aussi cette partie-là. Au niveau d'une mise en place cloud, vous pourriez vous dire: «Voilà, qu'est-ce que je fais en cas de problème?» Si j'ai un incident, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je sonne à Microsoft, je suis un client lambda pour eux, je vais arriver dans un call center, XY et je vais avoir mon numéro de ticket, puis ils vont me rappeler. Il faut savoir que Computerland nous sommes CSP Tier 1, donc ça veut dire que nous sommes partenaires directs de Microsoft et nous facturons nous-mêmes les clients qui passent sous ce mode-là. Computerland, heu, paye un budget assez conséquent. On est aux alentours de 20-25 000 € de contrat de support à Microsoft pour avoir ce statut-là. Le fait
de payer ce montant de contrat de support nous permet d'avoir accès directement aux ingénieurs level 2 et level 3, sans devoir passer par les phases classiques et surtout de pouvoir mettre un niveau de sévérité A qui est une prise d'intervention dans les 2 heures. En 24/7, donc évidemment, il est hors de question de dire: «Ah non, j'ai ouvert le ticket à 16 heures, l'équipe, on va dire qui est basée à Dublin, arrête dans 1 heure, le ticket ne sera pas suivi de la soirée». Non, le ticket est automatiquement transféré, à ceux qui font la nuit en Europe et donc c'est aux USA. Et pour vous aider à toute cette partie-là, Computerland, a créé il y a entre 3 ans et 4 ans, différentes solutions, ce qu'on appelle des Managed Azure, qui se différencient en 2 grands blocs. On a la partie infrastructure as a service et plateforme as a service. Qu'est-ce qu'un pack Managed Azure? C'est entre guillemets des éléments qui vont permettre d'avoir toujours une solution Azure performante. Donc c'est-à-dire, on va aller vous proposer dynamiquement de potentiellement diminuer les performances de vos machines. On va activer le backup certainement, ça c'est mandatory, mais surtout dans la partie backup management, on va aller valider la partie backup, 1 fois par trimestre. On va tester le restore à chaque fois. Si c'est du DRP, même principe. Si on va vers, des solutions de monitoring, dès que l'on va mettre une étiquette advance à une machine virtuelle, ces machines seront monitorées en 24/7. Heu heu, donc on va s'assurer que lorsque vous rentrez en production, la machine est disponible. La gestion du patch management, pareil. Les grosses différences qu'il y a entre des advanced et la partie ultimate, on va dire que c'est 2 grands éléments. C'est la prise en charge de la partie DRP, rédaction et validation du DRP avec le client. Et deuxième élément, c'est la partie Security Center où on va aller vraiment optimiser, la partie conformité, sécurité à ce niveau-là. Et évidemment, on a le pendant en plateforme as a service, parce que ce n'est pas parce que c'est un service plateforme qu'il ne faut pas s'en occuper. Le service Managed Azure est basé sur l'objet, donc on peut prendre des packs Advanced, Ultimate, Lite et Plateforme sur les objets que l'on souhaite et pas en prendre sur d'autres. C'est vraiment à la carte à ce niveau-là. Computerland en résumé, ont plus de 13 ans en private cloud, plus de 3 ans, 4 ans maintenant en Azure. On est, en 3-4 ans déjà à plus de 1000 objets, Azure consommés par, les clients. Computerland est lui-même passé en partie dans la partie Azure, malgré qu'on ait notre data center. Évidemment, une équipe qui est dédiée, j'en ai parlé et Thomas en fait partie, et on gère nous-mêmes, je vais dire la partie, support de la partie Azure. On gère le CSP Tier 1, partenaire de l'année, j'y suis arrivé et un élément qui est des fois aussi intéressant pour vous, c'est que nous sommes nous-mêmes formateurs. Donc pour certaines sociétés et dans ce cas-ci pour l'IFAN qui est un organisme public, l'Institut de formation de l'éducation nationale au Luxembourg, où on va donner cours aussi aux enseignants qui forment les futurs, prestataires en bac+2, ici au Luxembourg. Donc si vous souhaitez avoir la maîtrise de votre environnement Azure, évidemment on peut vous coacher sur cette partie-là. Voilà. Je vais passer la main un peu à Thomas, pour qu'il essaye de résumer les quelques questions qu'il y a eu au long du meeting. L'enquête de satisfaction est disponible, il suffit de prendre son smartphone et de scanner le code QR et de répondre aux différentes, questions-réponses. S'il vous plaît, ce serait très intéressant que vous alliez, réaliser cette enquête de satisfaction. Ça nous permettra d'avoir un feedback, constructif sur l'intérêt que vous portez, à nos webinaires certainement, mais aussi, à un intérêt si vous souhaitez aller vers le cloud et si on peut faire un next step. Une autre possibilité si vous le souhaitez, c'est d'envoyer un mail à operations, donc avec un S, @computerland.be. Voilà, Thomas, je te laisse la parole. Oui, merci Quentin. Donc,